Bonjour Michel Auboin. Bonjour. Vous avez été préfet, inspecteur général de l'administration. Vous avez été de 2009 à 2013 le directeur de l'intégration des étrangers et des naturalisations au ministère de l'Intérieur. Vous connaissez donc bien ces questions de migration. Je l'expliquais en présentant le sommaire. Le pacte sur la migration et l'asile est voté ce mercredi à Bruxelles. Quels sont les enjeux, les objectifs principaux de ce pacte ? Alors, c'est des objectifs assez divers, parce que c'est quand même une opération qui est en préparation depuis 4 ans déjà, 4 ans. C'est ça, depuis 4 ans, et qui en fait comporte plusieurs volets qui sont un peu disjoints. On a un volet qui porte uniquement sur le contrôle des frontières, en fait pas tellement le contrôle des frontières, mais plutôt l'accueil des migrants sur nos frontières et le traitement de cet accueil. On a un volet sur un truc très technique qui s'appelle la refonte d'Eurodac, et qui est la prise d'empreintes des étrangers qui se promènent dans le territoire européen. On a la procédure de l'asile, qui est le grand sujet quand même, puisqu'en fait presque tous les gens qui viennent demandent l'asile, et la plupart d'entre eux, l'asile leur est refusé. Et toute la question en Europe, c'est mais qu'est-ce qu'on fait des gens à qui on a refusé l'asile? Donc la question de l'asile qui est posée, on a une question de solidarité entre les États membres, c'est le 4e volet, c'est-à-dire est-ce que on avait vu les débats avec la Hongrie ou la Pologne. Est-ce que les États acceptent de prendre leur part du fardeau? Et puis, on a un volet plus particulier sur la gestion des situations de crise, comme on a déjà connu, avec l'arrivée massive de centaines de milliers, voire de millions de migrants sur les côtes méditerranéennes. Alors, vous le soulignez, plusieurs objectifs. Le principal, les demandeurs d'asile. Concrètement, de quoi il s'agit dans ce pacte, alors, à propos des demandeurs d'asile? Là, c'est assez compliqué aussi, parce que en fait, je pense qu'on va franchir un pas quand même assez important à travers le pacte. Clairement, ça permet quand même de donner une vision plus claire des politiques à l'intérieur de l'Europe, avec un petit danger. Et des responsabilités des uns des autres. Et des responsabilités, mais c'est surtout que, d'une certaine façon, l'Europe reprend à sa charge, doucement, mais sûrement, des politiques et des politiques nationales, y compris la politique du droit d'asile, parce que le droit d'asile, chaque État définit sa propre politique d'asile. Or là, l'Europe a l'intention de faire une sorte de politique européenne de l'asile. Donc, alors on peut l'examiner comme on veut, on peut trouver ça très bien, on peut trouver ça un peu dommage pour la souveraineté nationale, mais enfin, en tout cas, les choses sont ainsi. Alors, sur l'asile... Justement, sur l'asile. Sur l'asile, il y a deux choses. Les migrants qui arrivent sur les côtes européennes demanderont l'asile comme avant, là où ils arrivent, mais leur demande d'asile sera examinée dans des centres fermés où ils seront retenus à leur arrivée. Alors qu'aujourd'hui, ils arrivent et puis après, ils se dispersent en Europe, ils demandent l'asile où ils veulent. Ils prennent des trains, des cars, etc. Parfois, ils demandent l'asile dans un pays, puis après, ils vont le demander dans un autre, etc. Tout ça sera un peu régulé. Donc il va y avoir la construction, c'est ça, de centres, de centres de rétention. Aussi. En fait, le nom n'apparaît pas vraiment. Donc c'est à la fois ce qu'on appelle chez nous des zones d'attente. C'est-à-dire, c'est ni l'Europe ni l'extérieur, c'est juste entre les deux. Ça existe à Roissy, par exemple. Vous vous souvenez peut-être, il y a eu un film sur le sujet, et quelqu'un avait été rentré dans la zone d'attente, n'a jamais pu ressortir, et il a fini par y passer toute sa vie, et mourir. Bon, alors ça c'était l'exemple particulier. Il avait fait le film, Mais il existe des zones d'attente comme ça dans les aéroports. On a essayé d'en faire en Méditerranée. Pour nous, ça a toujours posé des problèmes en France, mais en Italie, par exemple, en Grèce, ils le font très bien. Bon, donc dans ces zones d'attente, les gens sont pris en charge, ils restent jusqu'à temps qu'on décide de leur sort en matière d'asile. Et les pays ont 1 an, en gros, pour décider s'ils peuvent être accueillis ou pas. Et par ailleurs, l'Europe dit il faut faire une sorte de politique commune à l'ensemble des pays pour définir notamment ce qu'on appelle les pays sûrs. Le pays sûr, un pays sûr, c'est un pays dans lequel vous avez peu de chances de pouvoir revendiquer une menace sur votre personne, qu'elle soit politique ou qu'elle soit donc ça veut dire un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui respecte des règles. Je donne souvent l'exemple de la Suisse. Si un Suisse demande l'asile politique en France, il y a peu de chances qu'on lui accorde l'asile. Aucun Suisse ne veut venir en France. Donc voilà, un pays sûr. Alors il y a d'autres pays sûrs.
sûr. Il y a des pays qui sont sûrs sans qu'on soit totalement sûr que les gens sont en sécurité, notamment là où il y a beaucoup de criminalité. Je pense à l'Albanie, par exemple. Oui. Donc il y a des pays qui les considèrent comme pays sûrs et d'autres pas. Et puis il y a des pays, pour les migrants arrivent simplement parce qu'ils ont envie de s'installer en Europe, et pas pour demander l'asile. Je prends l'exemple du Maroc, par exemple, qui est un pays sûr. Les Marocains viennent en France pour travailler. Pour des raisons économiques. Mais comme on leur propose de demander l'asile, ils demandent l'asile. Évidemment, ils sont déboutés à chaque fois. Et pendant tout le temps où ils sont déboutés, ils finissent par rester définitivement. Parce que l'autre problème, c'est qu'une fois que les personnes ont été déboutées du droit d'asile, on a une perte considérable, parce qu'en fait, on a peu de retours. Alors, en France, on sait environ 10% de ceux qui ont une obligation à quitter le territoire qui sont déboutés réellement, qui sont reconduits réellement, mais en Europe, c'est pas tellement mieux, puisque c'est 17%. D'accord. Mais c'est un chiffre que l'Europe veut augmenter, justement. Hein. Oui, alors l'Europe veut augmenter. C'est un peu le problème du pacte, c'est que en fait, on ne voit pas très bien quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour réaliser cette reconduite. Là, on est vraiment au niveau des grands principes, du droit, etc. Il y manque tout un volet, c'est combien de forces, combien de dispositifs juridiques, combien de centres de rétention, etc. Dire du concret, c'est ça. Des choses assez concrètes. Ouais, ça, c'est Frontex qui va gérer oui, mais Frontex, on n'en parle pas du tout dans le pacte. C'est l'agence, hein, Frontex. Oui, c'est l'agence qui est chargée, qui est chargée déjà de défendre les frontières. Mais on n'en parle pas du tout dans le pacte. et vous savez, les difficultés que Frontex a connues quand son ancien directeur, par ailleurs français, a essayé de garder les frontières orientales en particulier, et que la Commission lui a reproché de fermer les frontières, alors que c'était la mission de Frontex. Et donc, on ne parle pas vraiment de Frontex. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et par ailleurs, alors c'est l'autre problème, c'est que l'Europe dit qu'elle va négocier avec les pays dont les migrants sont originaires, à travers des pactes. Et donc, alors c'est ce qui se passe avec la Turquie. Vous avez vu, donc, là, on a pratiquement les migrations entre la Turquie et la Grèce ont cessé. Parce que la Turquie garde les migrants sur son territoire. L'Europe donne beaucoup d'argent au gouvernement turc pour ce hub, en fait. Et l'Europe donne 6 milliards d'euros à la Turquie pour les garder. Donc, en fait, au bout du compte, ça finit par coûter de l'argent à l'Europe et aux Européens. Mais ils ne sont pas sur le territoire européen, c'est ça. Et par ailleurs, donc, en Grèce, on a aussi des centres de rétention assez efficaces sur la côte qui fait que si les gens traversent quand même, ils sont quand même retenus, puis après, ils sont envoyés de l'autre côté. Donc, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, sauf que c'est plus facile entre la Turquie et la Grèce, il faut bien le voir, qu'entre la Libye, par exemple, avec lequel on n'a aucun rapport, et puis l'Italie. Donc, je ne sais pas très bien comment on fera. Et puis, ça pose un autre problème de principe, c'est que petit à petit, l'Europe qui grignote, et quand je dis l'Europe, c'est surtout la Commission, qui grignote les compétences nationales, elle est en train de grignoter une autre compétence nationale, qui est la diplomatie. Puisqu'en fait, elle va elle-même développer sa propre diplomatie avec des pays étrangers. Ça, vous évoquez, j'imagine, les accords, les traités que l'Union européenne a passés avec la Mauritanie, c'est ça, avec d'autres pays comme, je l'ai plus en tête là à l'instant, mais il y a d'autres, la Tunisie, la Mauritanie, l'Égypte dernièrement. Tout à fait. Ils étaient en Égypte. Ces accords, ça fonctionne en même temps pas trop mal, non ? Ça fonctionne assez bien, oui, parce qu'en fait, il y a des contreparties financières. Mais bon, la France avait essayé de faire ce type d'opération, parce que nous, on a une aide française au développement qui est quand même très élevée, donc en direction des pays d'Afrique francophone en particulier. Alors, est-ce que c'est l'Europe qui va se substituer à la France et gérer cette coopération avec les pays d'Afrique francophone, ou est-ce que la France garde un lien privilégié avec les pays d'Afrique francophone, avec lesquels certains, on est parfois un peu en difficulté, enfin, ça c'est vraiment cette question-là. Alors j'ai pas entendu nos politiques français en parler. Est-ce que la diplomatie française est prête à abandonner une partie de ses compétences pour la confier à la Commission européenne ? Je ne sais pas. Voilà.
Autre objectif de ce pacte, c'est le système de solidarité obligatoire, c'est ça? Parce qu'on le comprend très bien, pour des questions géographiques, les migrants arrivent sur les territoires de l'Espagne, l'Italie, et on en parlait de la Grèce, qui supportent par définition, par leur géographie, beaucoup de migrants. Et donc, la Commission européenne, l'Union européenne veut que tout le monde prenne sa part et que ceux qui sont aux avant-postes pour des raisons géographiques ne soutiennent pas complètement ou totalement, plus exactement, ces migrants. Alors ça, c'est assez justifié en morale, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas laisser à l'Italie, parce que même là, le pacte ne va pas jusqu'au bout, parce qu'en fait, on continue de laisser... C'était le fameux accord de Dublin de 1990, qui est revisité à travers le pacte, mais pas complètement. Et c'est conservé, c'est ça, c'est-à-dire que quand on arrive... En tout cas, le principe de base, qui est que c'est le premier pays d'accueil qui traite le dossier. Donc j'arrive en Italie, et donc c'est l'Italie qui vous prend en charge. Et vous n'avez pas le droit, comme aujourd'hui, de franchir la frontière à Vintimille pour venir en France, en attendant que l'Italie vous prenne en charge. Donc on déporte. Alors je pense que l'Europe va abonder des fonds, d'ailleurs c'est ce qui est prévu, pour permettre à l'Italie de prendre en charge, mais enfin on déporte sur l'Italie la même charge. Alors après, c'est dans la prise en charge ultérieure, c'est vrai que l'Europe a toujours voulu répartir, c'est assez logique que tous les pays en prennent une partie, bien sûr, à condition qu'on soit bien clair sur... Enfin, il ne faut pas non plus que ça soit une façon d'éparpiller le problème partout pour pas le voir, quoi. Il ne s'agit pas de cacher la poussière sous le tapis, quoi. Globalement. Parce que là, concrètement, ça voudrait dire, éparpillé, dispersé à travers toute l'Europe. C'est ça qu'on pourrait imaginer. Oui, on pourrait l'imaginer, mais en fait, ça contrevient quand même à l'idée que se font les migrants eux-mêmes du pays dans lequel ils veulent venir. Le premier pays d'accueil en Europe, c'est l'Allemagne. Le second, c'est la France. Bon. Et la France aussi, parce qu'on est sur la route de la Grande-Bretagne, parce qu'il y a quand même beaucoup de migrants afghans et syriens en particulier, dont l'objectif était, ou est encore d'ailleurs, de passer en Grande-Bretagne. Oui. Donc clairement, quand on dit à la Hongrie, prenez votre part du fardeau, il ne faut pas être dupe, on ne va pas non plus avoir, et je prends la Hongrie comme un grand pays, un beau pays, mais on pourrait prendre des pays plus petits ou des pays à rentrer dans l'Union européenne, on ne va pas avoir beaucoup de migrants qui vont aller dans des pays où le niveau de vie n'est pas celui de la France ou de l'Allemagne et le taux de chômage est beaucoup plus important. Ce pas des pays attractifs en réalité, voilà. c'est ça. Il faut dire les choses clairement. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pas du tout évident qu'ils veuillent se diriger vers ces pays. Sachant par ailleurs, et que c'est le grand débat, c'est que dans le même temps, la Hongrie par exemple a accueilli plus d'1 million d'Ukrainiens. Alors les Ukrainiens ne sont pas demandeurs d'asile, ils sont sous protection subsidiaire. Faut-il intégrer les Ukrainiens dans la protection subsidiaire? Combien d'Ukrainiens repartiront une fois la guerre terminée? Enfin, toutes ces questions ne sont pas posées non plus par le pacte. Vous disiez tout à l'heure que la route des migrants côté Turquie-Grèce, c'était, amoindrie. Ouais. Quelle est la route la plus empruntée à l'heure actuelle? En fait, la seule route qui est vraiment très empruntée... Alors, il y a toujours la route par le Maroc, mais celle-là, elle est très fermée aussi, objectivement. Maroc-Espagne, Maroc-Espagne, voilà. Par Gibraltar. Alors, tout à fait, sauf qu'il y a des routes maritimes qui arrivent aux Canaries. Donc, en fait, c'est toutes nos îles européennes, d'une certaine façon, deviennent vulnérables. Donc, on a Chypre, on a Malte, on a les Canaries. C'est-à-dire que si les migrants arrivent aux Canaries, ils sont déjà en Europe. Ils sont déjà en Espagne. Et en fait, ils sont déjà en Espagne, donc ils sont déjà dans l'espace Schengen. C'est une route qui est particulièrement empruntée ces derniers temps. C'est une route qui est assez empruntée par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis le reste, la grande route, ça reste toujours la même, c'est-à-dire la Libye ou l'Égypte, la Tunisie, vers l'Italie du Sud. Alors, on peut pas le dire trop fort, mais on peut imaginer quand même qu'en Italie du Sud, où la mafia est bien implantée, il y a des accointances avec les mafias, puisqu'en fait tout ça est comme tenu par des réseaux criminels. Oui, parce que c'est aussi un business, les migrants. Et oui, c'est aussi un gros qui rapporte beaucoup d'argent. La question des mineurs isolés, elle est traitée là, dans ce pacte migration et asile? Non, pas du tout. Les mineurs bénéficient toujours d'un droit à entrer d'une certaine façon
d'une protection, ce qui est juste normal d'ailleurs. Mais la question spécifique de la France n'est pas traitée du tout. Qu'est-ce que la France a en fait transféré aux départements le soin de gérer les mineurs isolés, et comme les départements sont aujourd'hui un peu étranglés par la fiscalité, du coup, objectivement, l'accueil des mineurs étrangers isolés qui ne sont pas toujours mineurs exclut de fait des vrais mineurs, notamment des enfants qui viennent de familles maltraitantes, qui ne sont plus accueillis parce qu'il n'y a plus de place dans les centres. Donc ça, c'est un peu notre scandale national, si je puis dire. Oui. J'espère que ça se traitera. Je pense que c'est une compétence de l'État qui devrait être traitée au niveau de l'État, clairement. Mais cette partie-là n'est pas du tout abordée. Pour conclure, ce pacte, néanmoins, donc on a dit qu'il avait mis 4 ans à arriver, c'est quand même une avancée importante, c'est crucial, le vote mais je pense que c'était absolument nécessaire parce que l'Union européenne était à la merci d'une nouvelle vague migratoire non contrôlée, comme on l'a déjà connu, donc il fallait absolument comme celle de 2015 par exemple. Ouais. Donc quand vous avez 1 million de personnes qui arrivent sur les côtes italiennes, à un moment où grec, on ne sait plus très bien comment faire. Donc là on a un dispositif. Donc l'Europe a franchi un pas important. Enfin voilà, il faut s'en réjouir. on peut craindre quand on lit l'ensemble des textes que ça fasse un peu usine à gaz, c'est-à-dire que un peu trop de technocratie, un peu trop de bureaucratie, c'est ça ? Un peu trop Commission européenne, c'est-à-dire tout est écrit, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais c'est quand même, sur le fond, en termes de principe, c'est quand même tout à fait important. Quand même. Merci Michel Aubin d'être venu répondre aux questions du Figaro. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le défi d'être français. Merci d'être venu